Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'heure de la révolution numérique et du développement du cyberespace, espace au sein duquel nous partageons et recherchons énormément d'informations de manière dématérialisée, les menaces sont de plus en plus présentes et nous sommes tous concernés. Que ce soit pour le travail, les études ou bien des activités de loisirs, comme regarder une série, une vidéo YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder ou jouer à des jeux, le cyberespace est omniprésent dans les sociétés modernes. On peut désormais avoir accès à littéralement n'importe quoi simplement en entrant des mots-clés, une question, une phrase ou un nom propre dans une barre de recherche. Mais cependant, ce merveilleux corpus d'informations est soumis à de nombreuses menaces depuis sa création et au vu de la digitalisation constante de la société, ces menaces vont soit perdurer, soit évoluer de telle sorte à ce qu'il soit plus difficile pour les victimes de devenir résilientes. Ainsi, il est important pour tout le monde d'être au courant des différentes cybermenaces et des principales mesures d'atténuation à adopter. Premièrement, on a le ransomware ou rançongiciel en français. C'est un logiciel malveillant qui va bloquer l'accès à notre appareil ou à certains fichiers en le chiffrant, donc c'est-à-dire lorsqu'un fichier est devenu inexploitable et inaccessible pour la personne qui ne détient pas la clé qui permet justement de déchiffrer. Et ensuite, il va demander à ses victimes de payer une rançon en échange de l'obtention de leurs données personnelles. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi rançongiciel. Et on les retrouve la plupart du temps sur les sites illégaux, mais on peut y être confronté après avoir ouvert une pièce jointe frauduleuse ou en ayant cliqué sur un lien malveillant qu'on a reçu par mail. Donc ça, c'est la technique de phishing dont je parlerai tout à l'heure. Et enfin, il peut s'agir d'une simple intrusion dans le réseau de la victime par les cybercriminels. Donc on abordera après les différentes techniques qui permettent d'agir comme telles. Selon un rapport de Sophos en 2022, plus les entreprises ont un chiffre d'affaires élevé, plus le pourcentage de cyberattaques l'est également. Par exemple, 72% des entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards ont été victimes de cyberattaques, tandis que 58% pour celles qui ont un chiffre d'affaires de moins de 10 millions. Parmi les causes du ransomware, les emails sont à l'origine de 30% des attaques et 36% le sont en raison d'une vulnérabilité exploitée par les cyberattaquants, d'où la nécessité de renforcer ces dispositifs de sécurité numérique. Ainsi, les attaques les plus récentes sont, comme je le disais, le phishing, l'exploitation de vulnérabilités et ainsi que les identifiants compromis, donc c'est-à-dire les identifiants qui sont tombés entre de mauvaises mains. Et enfin, d'un point de vue géographique, en 2023, 71% des entreprises ont été touchées par un ransomware et les pays qui ont été les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 44% de ces entreprises et les États-Unis avec 68%. Parmi les principales mesures d'atténuation, il y a le fait d'utiliser un VPN fort, la sauvegarde régulière des données et le fait de redoubler de vigilance face aux faux emails et aux liens suspects, dont on va parler justement maintenant. Deuxièmement, on va justement aborder la cybermenace que j'ai évoquée précédemment, le phishing, ou l'hameçonnage en français. Le but va être de tromper le destinataire en lui envoyant un mail tout en se faisant passer pour une société. Donc il peut s'agir d'un opérateur téléphonique ou d'une banque afin de le convaincre de communiquer ses coordonnées bancaires ou des mots de passe et même d'autres informations financières. Le phishing et le ransomware sont souvent liés car il est fréquent qu'un ransomware, comme je le disais, se soit propagé sur un ordinateur après que son utilisateur ait ouvert une pièce jointe malveillante contenue dans un mail frauduleux, donc le phishing. Pour inciter les utilisateurs à fournir des données confidentielles, les cybercriminels utilisent généralement des techniques dites d'ingénierie sociale. Donc ces techniques visent à exploiter les aspects psychologiques et comportementaux des individus pour atteindre leur objectif. Par exemple, supposons que vous receviez un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour un employé de votre banque. Cette personne va vous informer qu'il y a une activité suspecte sur votre compte bancaire et qu'il est nécessaire de vérifier certaines informations pour sécuriser votre compte. Donc la personne peut utiliser les techniques suivantes pour vous manipuler. Premièrement, elle va créer ce qu'on appelle un sentiment d'urgence. Donc l'attaquant peut vous dire qu'il y a une situation critique et qu'il est crucial de prendre des mesures immédiates pour protéger votre compte. Ensuite, elle va utiliser l'autorité. L'attaquant peut prétendre être un employé de confiance de la banque en utilisant des informations précises sur vous, telles que le nom, l'adresse, le numéro de votre compte, pour vous convaincre qu'il est légitime. Et, et elle peut demander des informations confidentielles. Donc l'attaquant peut vous demander des informations personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale,
votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit sous prétexte de vérification de votre identité. Après, ça va permettre de pouvoir créer de la confusion. Donc l'attaquant peut utiliser un ton alarmiste ou des termes techniques complexes pour déstabiliser et vous empêcher de poser des questions critiques. Et enfin, cela peut ouvrir une solution rapide, car l'attaquant peut vous proposer une fameuse solution miracle pour résoudre le problème, comme l'envoi d'un SMS avec un code de vérification qui peut en réalité être utilisé pour accéder à votre compte. Selon un rapport de l'entreprise Vade Secure de décembre 2022 à janvier 2023, le nombre d'emails de phishing a augmenté de 284 millions, ce qui est conséquent, comparé à 140 millions entre le mois de novembre 2022 et décembre 2022. Également, selon le rapport State of the Fish, dans la région EMEA, donc l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, 71% des entreprises ont annoncé avoir perdu de nombreuses données et 85% des entreprises au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont été victimes d'attaques de phishing. En plus de cela, il y a actuellement un manque crucial de connaissances vis-à-vis de ces menaces. Le rapport a montré que 69% des utilisateurs néerlandais ne savent pas ce qu'est le phishing, suivi de près de l'Italie, 65%, et le Royaume-Uni, 63%. Et vous doutez bien que moins ces pays sont réellement informés au sujet des cybermenaces, plus ils sont susceptibles d'en être victimes. C'est pourquoi, pour minimiser les risques, il faut que les pays de l'EMEA, les pays où le taux de phishing est le plus élevé, tels que le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas, développent davantage de formations au sein des entreprises pour être plus résilients. À l'image des Émirats arabes unis, où 64% des employeurs émiratis ont formé les collaborateurs de leur entreprise, et c'est le pourcentage le plus élevé en Europe et au Moyen-Orient. Les principales mesures d'atténuation adoptées sont le fait de changer régulièrement ses mots de passe, d'installer un logiciel anti-pourriel qui va automatiquement détecter les emails frauduleux et les ranger parmi les spams. Et enfin, le fait d'ajouter l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est une méthode de sécurité basée sur la gestion des identités qui impose des identifications pour accéder aux ressources et des données, ce qui permet de sécuriser. En troisième position, on a les attaques DDoS qui se traduisent littéralement par attaque de déni de service et qui comptent rendre indisponible un système ou un site web après lui avoir envoyé de nombreuses requêtes pour le rendre totalement inopérant. Typiquement, lorsqu'il y a une augmentation soudaine du nombre d'utilisateurs ou de demandes de données, la bande passante peut être dépassée. Donc par exemple, lors d'événements en ligne populaires, de promotions spéciales ou de lancement de produits, le trafic vers un site web peut augmenter considérablement et dépasser la capacité de la bande passante disponible. La bande passante définit la quantité de données qui peut être transférée par seconde pendant une navigation. Donc ainsi, lorsque la bande passante est dépassée parce qu'il y a trop de requêtes, le système est indisponible. Et ces attaques peuvent causer des perturbations importantes aux organisations qui en sont victimes. Par exemple, en 2018, la plateforme GitHub, qui est une plateforme populaire de développement et de services logiciels, a été victime d'une attaque DDoS massive en février 2018 et cette attaque a perturbé les services GitHub pendant plusieurs heures, rendant le service inaccessible pour de nombreux utilisateurs. Donc si le sujet vous intéresse, je vous mets en lien directement un article qui permet de vous rediriger sur cette affaire. Dans un rapport de Cloudflare, le pourcentage d'utilisateurs ayant signalé une attaque DDoS est passé de 7% à 21% de décembre 2022 à janvier 2023. Et les pays les plus touchés par ces attaques sont la Chine, l'Inde et l'Iran. Parmi les mesures d'atténuation, il y a le fait d'utiliser le logiciel AWS Shield qui propose une protection avancée contre les attaques DDoS, le fait d'utiliser également un pare-feu et ainsi un plan de continuité de données. Donc il est recommandé de mettre en place ce plan pour faire face aux attaques DDoS car cela devrait inclure des mesures pour rétablir rapidement les services affectés ainsi que des procédures pour communiquer avec les utilisateurs et les parties prenantes pendant l'attaque. Enfin, la dernière cyberattaque la plus récente pour 2023 sont les attaques de supply chain. Donc la supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement, donc les différentes étapes allant de l'achat des matières premières jusqu'à la commercialisation du produit ou du service. Et les attaques de la chaîne d'approvisionnement visent à compromettre les fournisseurs, les partenaires ou les prestataires de services d'une organisation plutôt
que l'organisation elle-même. Donc les attaques vont viser à exploiter la confiance accordée à ces derniers pour accéder au système de l'organisation ciblée, et les attaques de la chaîne d'approvisionnement vont exploiter les vulnérabilités ou les faiblesses présentes dans les logiciels et injectent un code malveillant pour détériorer les produits ou les services fournis par ces tiers. Dans le cadre du processus de la supply chain, les logiciels utilisés sont des WMS, donc Warehouse Management System, qui servent à contrôler les stocks dans les entrepôts. Et comme tous les logiciels, les WMS comportent des failles qui peuvent être exploitées par les cybercriminels. Donc, par exemple, en 2017, l'entreprise Maersk, qui est la plus grande du Danemark, a été victime d'une cyberattaque massive connue sous le nom de NotPetya et qui a causé d'importants dommages à ses opérations et à sa chaîne d'approvisionnement. Et dans le cadre de cette attaque, les attaquants ont réussi à infiltrer le réseau de Maersk en exploitant une vulnérabilité dans le logiciel de comptabilité de l'entreprise. Et ensuite, la propagation rapide du virus NotPetya a paralysé les systèmes informatiques de Maersk, et y compris son système de gentrification d'entrepôt, donc son WMS, et par conséquent, les opérations de traitement des commandes, de suivi des navires et de gestion des stocks ont été gravement perturbées, entraînant des retards importants dans les livraisons et des pertes financières considérables pour l'entreprise. En France, d'après l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, je cite, le risque cyber tout au long de la chaîne d'approvisionnement est la deuxième menace la plus redoutée par les membres du conseil d'administration français, fin de citation, en 2023. Et actuellement, plus de 90% des organisations ont déjà été impactées par une attaque visant leur chaîne d'approvisionnement. Dans les mesures d'atténuation, au même titre que pour les attaques DDoS, il est important de maintenir un plan de continuité global. Donc c'est le détail de la stratégie et des démarches à suivre pour assurer la continuité du fonctionnement de la société en cas d'attaque. Ensuite, le fait de renforcer le contrôle d'accès via l'authentification forte. Et enfin, le fait d'améliorer la surveillance du réseau en utilisant des outils de détection des anomalies et des systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité, donc un SIEM, pour analyser les journaux d'événements et les alertes de sécurité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à bientôt.